OK, je pense qu'on serait prête à passer à la prochaine présentation, qui est sur le recrutement et la rétention des membres. Donc, je pense que cet intervenant n'a pas vraiment besoin d'introduction, mais c'est Guy Hemmings, qui est un grand vedette de curling au Québec. Il est un passionné du sport, il a déjà participé au Brier, puis là, il partage son amour pour le curling via RDS. Donc, sans plus retarder, j'invite Guy à venir à l'avant. Merci beaucoup. Alors, bonjour à tout le monde. Merci pour l'invitation d'être ici. Je me présente un peu avec un drôle de chapeau. Dans ma carrière de curling, il y a eu plusieurs différents chapeaux. Comme joueur, évidemment, en premier lieu, comme débutant. Je me suis présenté à l'âge de 23 ans dans un club de curling qui malheureusement n'existe plus, qui s'appelait le Outremont Curling Club sur la rue Saint-Viateur à Montréal. Je me suis présenté là un matin en connaissant rien du curling, vraiment rien. Je me rappelais d'avoir vu ça à CBC, là, une espèce de gros avec un bout de paille dans la bouche qui jouait au curling. Puis je connaissais rien. Je croyais qu'on marquait des points en plaçant ça au centre comme une cible, comme à peu près la plupart des gens qui n'ont jamais joué au curling. Je me suis présenté là un matin à l'âge de 23 ans et j'ai cogné à la porte. On m'a laissé essayer le curling. Et j'ai joint ce club-là et j'ai été 4-5 ans sans sortir du club de curling. Évidemment, après ça, ma carrière a pris son envol, ce qui m'a emmené dans plusieurs aspects de ma carrière de curling. C'est-à-dire, j'ai été joueur, j'ai été compétiteur, depuis quelques années, j'ai été analyste. J'ai été analyste à TSN, j'ai été analyste à Radio-Canada. Je suis encore à Radio-Canada pour les Olympiques. J'ai été analyste à RDS. J'ai écouté le curling en français à RDS. Le gars qui parle tout le temps, c'est moi. L'autre qui essaie de dire un mot de temps en temps, mais je lui laisse pas trop de chance. J'ai aussi travaillé durant de nombreuses années, et là, c'est ça qui est un peu bizarre ce matin comme sentiment, comme feeling, parce que j'ai travaillé pendant 6 ou 7 ans pour Curling Canada dans un programme qui s'appelait Rock and House Curling Tour with Guy Hemmings. C'était un tour qui portait mon nom, qui se déplaçait à travers le pays, faisait la promotion du curling, faisait un peu des activités comme vous faites ce week-end. Évidemment, il y avait beaucoup de business of curling attaché à ça, tout en rencontrant les gens. J'ai fait ça durant de nombreuses années avec Curling Canada, mais déjà, ça fait plusieurs années que je n'ai pas touché à cette facette, si on veut, de ma carrière de curling. Et lorsqu'on m'a demandé de venir faire cette présentation ce matin, bien, j'ai accepté parce que c'est Bobby, normalement, qui l'a fait. Bobby qui est assis là, qui travaille avec Curling Canada, mais son français est un petit peu moins bon que le mien. Ce qui n'est pas bien grave. Le mien n'est pas très bon non plus, mais disons que je l'utilise plus souvent. Hein, juste pour vous donner une idée, je parlais de télé tantôt. Lors du championnat canadien féminin et masculin, on a fait quelque chose comme 48 matchs, chacun des choses. Donc, c'est une période du vendredi à pause du dimanche suivant, mais à l'autre dimanche, je donnais quelque chose comme à peu près 21 jours, donc 4 jours de congé entre les deux. J'ai fait 145 heures de TV live, en direct, ce qui donne une moyenne par jour de 8h30. Donc, 8h30 de temps par jour, je dois parler de curling. Alors oui, je parle un peu plus souvent français que Bobby. C'est pour ça qu'on m'a pris ce matin, pour la qualité de mon français, j'imagine. Donc, de revenir ici, de parler de business of curling, en quelque sorte, ou de rétention des membres, ou comment développer, comment approcher d'une nouvelle façon le curling. Vous en avez parlé un peu avec la présentation précédente. Je vais utiliser le matériel de Bobby, c'est son matériel qu'il utilise en anglais. Je l'ai traduit au cours des derniers jours, des dernières semaines. J'ai donné un bouchon cette semaine pour essayer de finir ça. Vous allez voir que ça se peut qu'il y ait des fautes de français. Et ça, je m'excuse parce que je ne suis pas très bon en français, en grammaire. Ça n'a pas été ma spécialité. Mais j'ai une excuse au moins cette semaine. J'ai eu un petit souci médical. J'ai eu une opération de toute urgence lundi pour un hernie. Alors, je ne vais pas vous conter ma vie, mais ça m'arrive souvent de le faire. Je vais le faire. J'ai été opéré pour un hernie. Donc, j'ai été sur la morphine jusqu'à jeudi. Alors, les fautes de frappe, les fautes là, sont basées, c'est uniquement la morphine. Mais je vous le dis, ce matin, j'en ai pas pris. J'aurais peut-être dû en prendre un peu, mais j'en ai pas pris ce matin.
Je vais essayer de rendre ça un peu cohérent de ce que j'ai compris autant que possible de la présentation. Il y a plusieurs éléments là-dedans que je comprends parce que c'était un peu du matériel qu'on utilisait il y a quelques années lors de ma tournée avec mon séjour avec Curling Canada. On va essayer de vulgariser les choses. J'en avais parlé à plusieurs reprises tantôt de certains éléments là-dedans. Donc, je vais passer à travers les échantillons préparés par Curling Canada et essayer de mettre des mots derrière ça, mettre un sens derrière ça, oui, apporter mon expérience en curling. Donc, je vous ai parlé tantôt de mon parcours depuis l'âge de 23 ans. Je suis rendu à 61, donc ça fait presque 40 ans que je suis impliqué dans le curling. J'ai un nouveau chapeau, je suis rendu entraîneur au niveau international également, donc ça me permet de voir une nouvelle perspective, de voir des choses différentes au niveau du curling, au niveau du développement du curling. Je vois de la façon que ça se produit dans les autres pays. On peut comparer avec ce qui se passe au Canada, est-ce qui se fait de mieux, ce qui se fait de bien, ce que peut-être qu'on pourrait prendre ailleurs. Donc, cette expérience-là ajoute, je pense, à mon passé et m'aide à comprendre des choses un peu plus différentes. Et peut-être ce qui m'a le plus changé ma vision des choses sur la façon d'approcher le curling par rapport à ce que je l'avais au moment où je travaillais pour le Rock and House Curling Club ou lorsque j'étais vraiment très actif à essayer de recruter des gens. Parce qu'on est un peu de tout ça, hein, curling. À partir du moment où on aime ça, on est toujours, tout le monde, que ce soit dans votre ligue du jeudi ou que vous soyez analyste à RDS, vous avez tout le temps le besoin on a tout le temps besoin d'être un bon vendeur de curling. On a comme cette urgence-là, ce sentiment-là. Et je pense que ça fait partie de tous les gens de curling. Et je regardais, je vous raconte une anecdote personnelle. Bien, pas personnelle, c'est un fait. Il y a quelques semaines, le Grand Slam of Curling a annoncé qu'ils avaient été achetés par des individus et il n'appartiendra plus à CTV Sportsnet. Donc, ça va être géré par un groupe d'individus. Et lors de la présentation aux joueurs, c'était lors du dernier Grand Slam qui a eu lieu à Toronto il y a quelques semaines à peine, et un des porte-paroles du groupe qui a acheté l'entité, si on veut, de Grand Slam of Curling, s'est mis à parler, puis il s'est mis à comment il trouvait ça intéressant, puis faire un sport plus gros, puis rendre populaire les athlètes, puis comment il était enchanté de pouvoir jaser avec John Morris, avec Rachel Oman, avec Niklas Edin, et ainsi de suite. Peut-être pas avec les Coréennes, parce qu'ils ne parlent pas très bien anglais, mais pour le reste, j'écoutais son enthousiasme, et c'est là que cette pensée-là m'est venue, celle que je viens de vous partager. C'est vrai qu'on est comme ça au curling. C'est vrai, même, je parle même des plus grosses vedettes au curling, on est beaucoup plus accommodant qu'un joueur de baseball, par exemple, un joueur de hockey, un joueur de football. Eux n'ont pas le fardeau sur leurs épaules, d'avoir le besoin de promouvoir leur sport. Mais que vous soyez John Morris, que vous soyez Rachel Oman, que vous soyez Niklas Edin, on l'a tous un petit peu. Certains l'ont plus que d'autres, mais on a tous un peu ce sentiment-là qu'on doit toujours être des représentants du curling, de prêcher pour la bonne paroisse, prêcher de la bonne église. Et c'est dans le cheminement, ce qu'on va essayer de voir aujourd'hui, dans le cheminement d'un joueur de curling, mais on va commencer à un gars qui va rentrer dans un club de curling à l'âge de 16 ans, 17 ans, 30 ans, 40 ans, qui va venir essayer le curling parce qu'il trouve ça cool à la télévision, jusqu'à temps, peut-être qu'on va réussir à l'amener avec un bon cheminement à devenir un bon représentant, un bon porte-parole pour notre sport. Et c'est un peu ça le cheminement qui est derrière la présentation de ce matin. Comment on fait pour prendre un joueur qui rentre la première fois dans un club de curling et dire que dans 5 ans d'ici, dans 2 ans, dans 20 ans d'ici, il va être le gars qui va parler de curling non seulement à ses amis, à sa famille, mais aussitôt qu'il en aura l'occasion, parce que c'est un peu ça qu'on fait, nous. Tout votre parcours, vous l'avez tout vécu de différentes façons, mais ultimement, ça finit à peu près tout le temps comme ça, à essayer de promouvoir un sport qui nous tient à cœur. Fait que je vais y aller avec... Ça ne sera pas facile. Je vous le parler, ça, j'ai pas de problème de parler, vous pouvez le constater. Essayer de faire un suivi, ça ne sera pas facile parce qu'évidemment, je ne l'assimile pas aussi bien que si j'avais fait cette présentation plusieurs fois. Mais je vais essayer, en défilant les différentes diapositives, les différentes, je ne sais pas quel terme, là, pages qui seront soumises, de exposer un peu ce qui était l'idée derrière ça. Donc, recruter, fidéliser les curling de demain. Donc, la première question à poser, c'est êtes-vous attirant? Hein? Qu'est-ce que ça veut dire, êtes-vous attirant? Bien, est-ce que le produit qu'on offre
fait croire aux gens que si jamais on met le pied dans ce club de curling-là, on va devenir quelqu'un de différent, quelqu'un que nos amis vont envier, quelque chose qu'on peut se vanter d'avoir fait. « Hey, j'ai joué au curling hier, j'ai essayé ça, et ainsi de suite. » Est-ce que vous êtes attirant? Ça, c'est à mon avis, un élément important dans le curling. Il faut être capable, si on s'adresse à la clientèle d'aujourd'hui, il faut être capable d'être attirant vite et rapidement. Hein? Vous le savez, notre jeunesse, notre société, c'est même plus notre jeunesse, parce que notre jeunesse qui pense comme ça a passé le cap de la quarantaine déjà. On vit dans une société de l'instantané. On n'a pas... C'est pas comme le 40 ans, où est-ce qu'on pensait à quelque chose, à un moment donné, ça va arriver. Nous, on a le goût de quelque chose, on veut que ça se produise, puis il faut que ça se produise vite. Hein? C'est comme ça, c'est rendu comme ça pour nous. Alors imaginez comment c'est pour les jeunes de 20 ans, les jeunes en bas de 20 ans, les jeunes de 30 ans. Je vous disais tantôt, je vous parlais de mon parcours qui a évolué au cours de 40 ans, mais un parcours qui m'a aidé beaucoup à comprendre la façon qu'il faut changer notre vision du curling, la façon de le présenter, c'est que entre toutes ces occupations-là relatives au curling, je suis aussi enseignant. Donc, j'ai travaillé au cours des 10 dernières années en niveau secondaire. Alors, vous imaginez un bonhomme de... J'ai commencé là à 55 ans, je suis entré dans une école secondaire à 55 ans parce qu'avant, j'avais enseigné aux adultes. Il n'y avait pas de problème, j'enseignais aux adultes, c'était plus dans mes cordes. Je m'entendais bien, on était à peu près le même langage. Il était un petit peu plus mature que moi, mais ça, on s'adapte. Mais lorsque... pour des raisons circonstancielles. Je pense que c'est arrivé avec le COVID ou un peu avant le COVID. J'ai été faire quelques séjours en secondaire 2. Je me considère chanceux d'être encore vivant aujourd'hui suite à cette expérience-là. Mais au-delà de ça, ça m'a permis de comprendre. Je comprends, par cette expérience-là, je comprends plus la façon que mes enfants réagissaient quand ils étaient jeunes. Hein, vous voyez, je compte de quoi de personnel, je fais tout le temps ça. Mes enfants, je pensais que je les comprenais quand j'essayais de les élever, de les éduquer, quand ils sont passés par l'adolescence. Mais après avoir passé un séjour dans des classes et d'avoir vu une multitude d'élèves réagir de certaines façons, j'ai compris beaucoup plus mes enfants dans leur processus, dans leur développement, dans leur éducation. Et si j'avais eu cette expérience-là avant, ça aurait probablement été plus facile dans ma tâche de père. J'avais trouvé une solution. À l'époque, j'allais jouer au curling. C'est ma femme qui s'en occupait, mais... il y avait quand même une certaine responsabilité qui me pendait au-dessus de la tête. Il fallait que je revienne de temps en temps à la maison. J'essayais d'éviter ça le plus souvent possible, mais il y a des fois, il fallait que je revienne. Tout ça pour dire, revenir à l'école, on comprend un peu plus la clientèle à laquelle on s'adresse. Et là, je ne parle pas juste des jeunes de 15 ans, là, des jeunes de 12 ans, ou des jeunes de 20 ans. La société change. Alors, on doit trouver un moyen pour nos clubs de curling, notre sport, d'être attirant pour ces gens-là. Et ces gens-là ne voient pas nécessairement les choses de la même façon qu'un bonhomme de 60 ans comme moi va les voir. Ne va pas prioriser les choses de la même façon qu'il va les voir. Et je n'ai pas raison, ils n'ont pas raison, mais c'est ça la réalité. Et si c'est eux qu'on veut attirer, bien, il faut quand même être capable de les attirer avec ce qui leur plaît. Hein? Donc, lorsqu'on dit attirant, est-ce que vous êtes attirant pour cette clientèle-là? L'autre facette, c'est est-ce que vous êtes accessible? Est-ce que vous êtes accessible? Bien, c'est dans le sens de, est-ce que c'est facile de jouer au curling? Hein? Si on veut aller, je sais pas, frapper des balles de golf, on peut se trouver un terrain de golf ou on peut se trouver une place qu'on peut frapper des balles, on peut louer un panier, puis on va frapper des balles, puis c'est facile. Tout le monde, il suffit d'avoir un bâton. Au curling, on ne va pas nécessairement se présenter dans un club de curling. Dire, hey, j'ai rien à faire après-midi, je viendrai lancer quelques pierres de curling. Ça ne fonctionne pas comme ça. T'sais. Il faut être accessible. Trouver un moyen d'élargir notre accessibilité. Hein? On le connaît, le modèle classique. On va le répéter tout le long de la présentation. Vous l'avez présenté ce matin. La façon que tu viens membre dans un club de curling, puis tu joues dans la ligue du mardi, puis tu joues dans la ligue du jeudi, puis que tu joues joueur de première position pendant 10 ans, puis si tu es chanceux, après ça, tu vas monter deuxième, après ça, peut-être qu'un jour, tu ne vas pas être équipé. Mais ça, ce processus-là ne fonctionne pas. Hein? On doit être un petit peu plus accessible. Et l'accessibilité, lorsqu'on va joindre l'accessibilité de notre sport, de nos enceintes sportives, en les rendant, et l'attirance, en jumelant les deux, mais la petite zone entre les deux, c'est là qu'on va toucher notre clientèle, c'est là qu'on va être capable d'influencer des gens pour les attirer de façon permanente à l'intérieur de nos clubs de curling. Faut pas... C'est quand même un gros défi qu'on a, parce qu'à peu près... les gens qui vont s'intéresser au curling au point de jouer au Canada,
on parle de 2 d'intégration. Donc, lorsqu'on parle de 2 d'intégration, ça veut dire que 98 qui vont peut-être aimer ça, mais ça ne veut pas dire qu'on va les convaincre. Mais on n'a pas besoin de les convaincre, les 98 pour avoir du succès. Si on est capable d'aller chercher ce 2 %-là, notre club de curling va bien survivre, va être capable de se développer pour offrir des meilleurs services à l'avenir. Hein? Il n'y a pas de doute là-dessus. J'ai donné des centaines, probablement des milliers de cliniques de curling dans ma vie, à travers le programme de Curling Canada ou d'autres fonctions dans ma vie. Ça ne m'est jamais arrivé de montrer à quelqu'un jouer au curling pour la première fois, que c'est n'importe qui, un jeune, un vieux, quelqu'un qui est capable, un temps soit peu de glisser. Des fois, il y a des difficultés physiques, là, c'est un petit peu plus pénible, mais si la personne veut glisser, ça n'a jamais arrivé que quelqu'un qui a débarqué de la glace puis qui me dit « Oh, c'est pas mal plus plate que je pensais. Hein? » Ça, je vous compte pas de mentir, il n'y a jamais personne qui me dit ça. La plupart du monde vont découvrir le lendemain des muscles dans leur corps qu'ils ne savaient pas qu'il y avait. Hein? Mais tout le monde trouve ça le fun. C'est un sport qui est le fun à jouer. Hein? Donc, on doit le rendre accessible. On doit trouver un moyen de jumeler ça, donc l'attirance et l'accessibilité. Qu'est-ce que ça veut dire, l'accessibilité? On peut élargir ça un peu. Évidemment, on parle de l'accessibilité physique. Est-ce que de la place pour les gens à mobilité réduite, et ainsi de suite? La plupart des clubs ont réussi au cours des dernières années à adapter leurs installations pour la rendre accessible. On pense au curling en fauteuil roulant, des trucs comme ça, ou d'autres types de handicap. Il y a également l'accessibilité au niveau du financier. Il y a des gens qui ont les moyens de jouer au curling, il n'y a aucun souci là-dedans. Il y a des gens qui ont les moyens de jouer au golf, au Royal Montreal Golf Club, puis il y a du monde qui ont les moyens de jouer au curling au Royal Montreal Curling Club. Mais il y a du monde qui n'ont peut-être pas les moyens de jouer dans ces clubs-là. Est-ce qu'on est capable d'adapter notre accessibilité pour accommoder, en quelque sorte, une plus grande partie de la population? Hein? Faut pas on peut se mettre la tête dans le sable. Tantôt, on parlait des menteries qu'on est capable de se compter. Le curling a été, durant de nombreuses années, un sport de riches. Hein? C'était un sport de riches. C'était un sport de blancs. Et pour nous autres, encore plus vrai au Québec, on avait cette distinction particulière, c'était un sport d'anglais. Hein? On était confrontés avec ces trois réalités-là. On a beau dire que, puis je ne veux pas blesser personne, puis c'était comme ça. Et historiquement parlant, vous regardez les clubs de curling au Québec, ils sont où? À part dans l'ouest de l'île de Montréal. Dans l'est de l'île de Montréal, il y en avait un, il était sur une base militaire. À peu près partout au Québec, ils étaient où il y avait des corporations avec un establishment anglophone qui aimait le curling, des compagnies de papier, des compagnies de fer. Comme à Sorel, c'était QIT Fer et Titane qui avait un club de curling. Aujourd'hui, au bout de 20 ans, après, il s'est bâti un club de curling qui appartient à la ville, qui fonctionne très bien. Mais originellement, les gens qui jouent au curling, ce club de curling-là était bâti pour ça. Donc, on doit augmenter cette accessibilité-là. Donc, comme je le disais, c'est un sport de riches. Et encore aujourd'hui, je vous dirais que je vais mettre mon chapeau d'entraîneur coréen, je me promène à travers le monde plus qu'avant pour regarder ça. Je dirais qu'au Canada, le curling est peut-être la place. C'est vrai, il y a plus de curlers au Canada que dans le reste de la planète ensemble. Hein? On ne va pas se compter de mentir non plus là-dessus. Ça, c'est une réalité. Mais il se développe beaucoup. Il y a beaucoup d'intérêt dans le curling. Mais il tire de la patte dans le reste du monde par rapport à nous en termes d'accessibilité, parce que dans le reste du monde, je dirais que c'est encore un sport de riches. Okay? Joël Ritournaz, là, il est très bon au curling, un super bon gars, mais il joue au curling, puis il est bon au curling parce qu'il est riche. Si on parle de niveau de compétition, là, c'est sûr qu'il y a le talent, mais il y a le temps, il peut mettre l'effort là-dedans. Mais cette accessibilité-là, au Québec, pas au Québec, au Canada, au Québec aussi, mais on a réduit ça un peu. C'est rendu beaucoup plus accessible à tout le monde. Mais il y a peut-être une étape de plus qu'on peut faire pour le rendre plus accessible. Partager, en quelque sorte, les revenus, devenir un petit peu socialiste à l'intérieur de notre club de curling pour aider plus de gens qui n'auraient pas les moyens de jouer au curling, comme ils n'ont pas les moyens de jouer au golf au Royal Montreal Golf Club, par exemple, qui aurait les moyens de jouer au curling, même si le curling a encore un statut, une perception d'un sport de riche. Il faut la briser, cette barrière-là, et on l'a brisé beaucoup, mais il y a encore de l'espace pour améliorer la situation. Il y a aussi une activité au niveau de l'habilité.
Il y a beaucoup de gens qui vont découvrir le curling, qui vont aimer ça, pour l'exemple que j'ai pris tantôt, mais quand on va leur demander est-ce que ça vous intéresse-tu de jouer ou offrir des opportunités, ils ne sont pas confortables à se mesurer avec d'autres. Hein? On a tout un petit orgueil. Pas tout le monde qui peut glisser aussi mal que moi, puis que ça ne va pas le déranger. Moi, j'ai glissé mal toute ma vie, donc j'ai appris à vivre avec, mais il y a beaucoup de monde que ça les dérange, c'est une question d'orgueil. Donc, on doit être accessible à ça. Est-ce qu'on doit mettre à la disposition de ces nouveaux venus une possibilité d'acquérir des connaissances, améliorer leur performance? Trop souvent, on a vu ça dans les clubs de curling, à l'époque où j'étais fortement impliqué. On rentrait la personne membre dans la ligue, il jouait, on faisait souvent l'erreur de le mettre avec... tu sais, là, on va le mettre avec le gars, là, puis personne ne veut jouer avec, là. Il y a probablement de raison pourquoi personne ne veut jouer avec à toutes les années. Mais nous autres, comme directeurs de club de curling, il y a 2 beaux nouveaux, on va les mettre avec Paul, là, tu sais. C'est pas une bonne idée, mais aussi, on n'avait pas nécessairement tout le cheminement qui venait avec. Lorsqu'on rentre lorsque quelqu'un rentre membre dans un club de curling ou s'intéresse au curling, il faut être capable de l'encadrer. Il faut avoir l'accessibilité à cette personne-là de s'améliorer, autre que de garder son skip bougonné à l'autre bout de la glace. On doit le soutenir tout au long de son processus. Sinon, qu'est-ce qu'il va faire? Il va venir 4-5 fois, il va peut-être venir une année au complet, mais après ça, il ne viendra plus. C'est pas... À mon avis, ce n'est pas d'emmener le monde sur la glace qui est le plus gros défi, c'est de les garder sur la glace. C'est ça le plus gros défi. Parce que je l'ai dit tantôt, je vais me répéter souvent, tout le monde aime ça, essayer ça. Tout le monde a du fun à jouer à ça. Pourquoi est-ce qu'il ne reste pas? Il y a plusieurs raisons, puis il y en a un paquet qui sont bien justifiables, que ce soit économique, que ce soit une question de temps, que ce soit une question de disponibilité. Mais ceux qui aiment ça et qu'on ne réussit pas à susciter leur intérêt, c'est eux qui nous font mal. C'est eux qu'il ne faut pas laisser aller. Il faut augmenter l'accessibilité à l'acquisition des connaissances, des connaissances, des compétences, je devrais dire. Et aussi l'accessibilité, ça c'est une autre donnée dans le curling moderne. Il faut changer notre statut, d'avoir des ligues à 7 h, 9 h ou à 6h30, 8h30. Il n'y a plus personne dans notre société qui veut jouer au curling à 10h30 le soir. Là. Il n'y a pas personne qui, vous me direz, il fait noir, mais il n'y a personne qui va jouer au golf à 10h30. Bon, peut-être les territoires du Nord-Ouest en été, là, il fait noir, je sais bien. Mais vous comprenez ce que je veux dire? Il n'y a personne qui va jouer au bowling. Une fois à l'occasion, le midnight, là, parce que c'est spécial, parce qu'on a mis des lumières, puis le club de bowling est fait de quoi de spécial. Mais le monde ne veut pas être sur les glaces à 10h30 le soir. Donc, on doit adapter nos horaires, notre produit, nos offres, pour offrir des ligues de façon différente. Hein? On a le droit de jouer au curling à 4 h l'après-midi. Mais le modèle standard au Canada, au Québec, c'est d'avoir les membres réguliers qui jouent le soir, puis les petits vieux vont jouer dans le jour. Hein? Les seniors jouent dans le jour, les autres qui ont du temps. Mais la réalité est que, avec le travail à domicile, avec tout ce qui se passe un peu dans la société, depuis le COVID en particulier, bien, les gens ont beaucoup plus de flexibilité dans leurs horaires. Donc, il y a plus de gens qui seraient prêts à jouer peut-être dans l'heure du midi ou à 4 h le soir. Est-ce qu'on pense à ça? Est-ce qu'on pense à ces gens-là, leur offrir une plateforme? Donc, en termes d'accessibilité, c'est ce qu'on veut dire par là. Je vais essayer d'avancer parce qu'à cette vitesse-là, on va être ici jusqu'à 5 heures. J'ai 2 présentations. En fait, je vais rester ici jusqu'à 5 heures. Il faudrait couper celle entre les 2. Alors, la tendance au curling. 10 tendances qu'on remarque au curling, on va les regarder ensemble. Être inclusif. Il est important d'être inclusif. Ça veut dire quoi, être inclusif? Je pense qu'on mélange un peu être sympathique, être accueillant. Ça, il n'y a aucun problème. Le monde qui joue au curling, ce sont des bonnes personnes. Hein? Ça n'existe pas. Dans mes 40 ans de curling, je n'ai pas connu beaucoup de gens qui n'étaient pas sympathiques. OK? Il y en a quelques-uns, mais il faut qu'ils soient très, 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 très bons pour se permettre d'être pas sympathiques, pour trouver du monde encore à jouer avec. Hein? J'en ai quelques-uns, je ne les nommerai pas. Mais la plupart des gens sont sympathiques. Hein? Donc, il faut être... Ça, c'est pas un problème. Mais inclusif, c'est plus que ça. Être inclusif, c'est... Moi, j'aime ça faire les choses comme ça, alors viens le faire chez nous. Ça, c'est l'approche qu'on a. Hein? L'approche typique. Hey, nous autres, on aime ça ici. Ici, on fait ça comme ça. Viens le faire avec nous. Viens partager avec nous cette expérience-là qui pourrait être enrichissante pour toi. Ça, c'est pas être inclusif. C'est être accueillant. Être inclusif, c'est comment tu aimerais faire les choses. Hein? C'est quoi ta façon d'apprécier? C'est qu'est-ce qui te plaît dans une activité? Et si ça implique que je dois modifier certaines approches
dans certaines ligues, dans certaines séquences de jeu, dans certaines offres que je peux faire à cette clientèle-là, là, je deviens inclusif. Comprenez-vous la différence entre les deux? Nous, on n'a jamais perdu notre côté sympathique, accueillant, mais là, il faut être un peu plus inclusif en fonction de ce que la nouvelle clientèle qu'on veut attirer aime faire, la façon qu'elle aime le faire, et qu'est-ce que ça implique pour nous, qu'est-ce qu'on a de modifié pour les rendre intéressants. Hein? Il faut passer par-dessus la fameuse phrase. Ça, cette phrase-là, je ne l'ai jamais... Elle m'a tout le temps fait tourner le sang. Aujourd'hui, je suis moins impliqué dans le développement du curling, mais si je l'entendais, elle me ferait tourner le sang encore. C'est « Oh, on a tout le temps fait ça comme ça. » On a tout le temps fait ça comme ça. Ah, OK. Pas besoin de... Vous savez ce que je veux dire. Alors là, le respect également. Le respect, ici, ce qu'on entend ici, c'est des choses qui changent beaucoup dans le curling. C'est que c'est un peu fini, là, la Super League ou la Ligue des hommes le mardi, la Ligue des femmes du mercredi, la Ligue des seniors dans le jour, peut-être, comme je mentionné tantôt. On a de plus en plus de ligues ouvertes. Hein. Ça n'existe plus vraiment, là, et je pense que c'est une approche qui a été plus facile à changer que d'autres. Celle-là, je pense que les gens l'ont facilement saisie. Donc, il faut être ouvert, pas essayer de schématiser les gens, les nouveaux venus dans une telle ou telle catégorie, mais vraiment offrir l'opportunité. Si la personne est prête à jouer le mardi, elle, c'est là qu'est son soir, c'est là qu'est sa journée, c'est là qu'est sa disponibilité. Ah, mais non, tu ne peux pas jouer parce que mardi, c'est juste des hommes, ou c'est la Ligue des femmes, ça devient un handicap important. Le développement. Quel était le point là-dessus? Oui, bien, le développement, j'en ai mentionné tantôt, c'est justement accompagner, et ça on le verra tout au cours de la présentation, trouver un moyen de mettre en place une méthode d'accompagnement de ces nouveaux membres, de ces nouveaux potentiels de nouveaux membres-là, de ces nouveaux venus, pour qu'ils puissent se développer. Hein? Il faut les intéresser au sport autre que de les mettre sur la glace. Hein? Un exemple que j'utilisais souvent lorsque je faisais des conférences très nombreuses à l'époque. Il y a quelqu'un qui l'a mentionné tantôt, le présentateur précédent, il a dit de niveau stratégique, par exemple. Hein? Personnellement, moi, ce que je trouve le plus le fun au curling, c'est la stratégie. Je suis rendu un coach en stratégie, donc c'est pas une coïncidence, mais c'est ce qui m'a toujours plu. Mais comment est-ce qu'on voit ça souvent je l'ai vu souvent, dans des clubs de curling, la personne qui est là, elle joue pendant 1 an, 2 ans, elle lance ses 2 pierres, elle s'en va au hogline, elle jase avec sa voisine, ou il jase avec son voisin, on parle de météo, c'est à mon tour à les lancer, ben je l'ai manqué. Mais est-ce que cette personne-là est impliquée? Est-ce qu'elle est en train de se développer? Le curling, si on ne s'intéresse pas à la stratégie, là, c'est pas beaucoup plus le fun que le bowling. Hein? J'aime ça, le bowling. Ne pensez pas que j'aime pas ça. Mais il y a tout le temps un, d'habitude, dans la salle qui dit « Hey, c'est le fun de bowling, il y a beaucoup de stratégie. » Je dis « Quoi? Vous essayez pas de faire tomber toutes les quilles à chaque fois? » Moi, c'est ce que j'essaye au bowling. Au curling, on n'essaye pas de sortir toutes les pierres, on n'essaye pas de les mettre au centre. Il y a la stratégie, comprendre le match de curling, comprendre la zone de tolérance au curling. Lorsque vous mettez ça dans la tête d'un joueur de curling, de comprendre c'est quoi la zone de tolérance, il n'y a pas besoin d'être bon pour être meilleur. Il est automatiquement meilleur. Hein? Vous venez 4-0, 5-0, 8e bout, vous lancez un garde, là, ça vaut 0 sur 4 c'est quelqu'un qui score votre game. Si vous la passez au travers, ça vaut 0 sur 4 si quelqu'un score votre game. Mais vous êtes pas mal meilleur d'avoir passé à travers que d'avoir mis un garde devant. C'est pas dur à faire ça, de la passer au travers. Mais comprenez-vous ce que je veux dire? C'est que lorsqu'on comprend ce sens-là, comprendre ne serait-ce que la zone de tolérance dans un match de curling, tout le monde est meilleur. Mais si on est meilleur, on a le goût de jouer encore. Il y en a-tu du monde qui joue au golf pendant 20 ans, puis à tous les années, il joue 10 coups de plus? Il n'y en a pas bien, hein? On s'améliore un petit peu. Puis, je suis venu à bout de jouer 99. Puis là, tu as le goût de jouer, le lendemain, tu joues 119, mais parce que tu as joué une fois 80. Mais si on joue au curling, c'est pareil. Il faut que les joueurs s'améliorent. Donc, le développement est important. On doit accompagner ces nouvelles personnes-là tout au cours de leur première année, à tout de moins, et jusqu'à temps que ces gens-là ressentent le besoin d'avoir un accompagnement. Tant mieux si au bout d'un certain temps, 1 an ou 2 ou 6 mois, ils disent, ben, regarde, j'ai compris, puis je suis capable d'y aller tout seul, mais mettre en place des structures qui vont accompagner ces gens-là dans leur développement. Être accommodant. Ça veut dire bien des choses. Je vais regarder ce que
Notre ami l'a dit. Bon, OK. L'attaque moderne, je l'ai mentionné un peu tantôt, lorsque j'ai parlé des nouvelles horaires, des nouvelles réalités, trouver des offres de produits différents. Hein? Tu n'as pas juste le choix si tu joues le mardi, le mercredi ou le jeudi ou le vendredi. Mais est-ce que ça se peut que tu joues à 4 heures? Est-ce que ça se peut que tu joues dans l'heure du midi? Est-ce que ça se peut que tu joues 6 bouts au lieu de 8? Pourquoi pas 4 bouts? Hein? Pourquoi on fait, la plupart des clubs de curling vont faire un tournoi par année, 4 bouts. Oh, il y a plein de monde qui essaye ça, 4 bouts de curling, c'est plein de monde. Mais peut-être s'il y a tant de monde qui l'essaye, c'est parce qu'ils aimeraient ça, jouer 1 heure à la fois. Le monde qui vont jouer au tennis, ils jouent 1 heure, puis ils ont ben en masse, puis ils s'en vont chez eux, puis ils prennent une bière. Mais au curling, je dis pas qu'on devrait jouer juste des 4 bouts, mais pourquoi qu'on n'a pas une formule comme ça qui permettrait à quelqu'un qui veut jouer 1 heure, lui, jouer 4 bouts de curling, peu importe la formule, que ce soit skins game, peu importe que ce soit, c'est ça qui est d'être accommodé, essayer de trouver des nouvelles offres de services qui répondent aux besoins de la clientèle. Être flexible, ça, je ne parle pas de la glissade, là, c'est pas... Remarque, ça aide aussi. Ça veut dire être plus facile de joindre votre club de curling, dans un sens de... La plupart des clubs de curling, mais je ne dis pas que c'est votre cas, mais à l'époque où j'étais plus souvent impliqué, on avait les ouvertures, on avait les portes ouvertes une fois par année, généralement au début septembre, début octobre, dépendant quand est-ce que votre glace est prête. On a la fameuse soirée d'inscription où ce que les membres du conseil d'administration espèrent avoir 150 personnes qui vont se présenter. Puis il y a quelques années, c'était le cas, les ligues se remplissaient, puis il fallait se dépêcher pour être là de bonne heure si on voulait jouer dans la ligue du lundi, dans la ligue du mardi. Mais aujourd'hui, c'est plus ça la réalité. Hein? Donc, oui, on peut accueillir un paquet de monde à l'automne, mais il y a du monde qui vont s'intéresser au curling. C'est quand même pas un hasard. Ils s'intéressent au curling quand ils en voient beaucoup à la télé. Curling Canada a changé un de ses tournois majeurs il y a quelques années, qui était la Coupe Canada, qui avait lieu en décembre, qui a changé de nom, qui a lieu dorénavant à la fin septembre. C'était pas parce que c'était plus le fun de jouer au mois de septembre. C'est juste que Curling Canada a réalisé que si on pouvait mettre un événement majeur de curling en septembre, on pourrait inciter des gens à se rendre dans un club de curling en septembre. Parce qu'ici, le gros de la saison, c'est de la mi-février à la mi-avril. Il y en a de gens qui écoutent ça, puis qui s'intéressent à ça, puis qui commencent à écouter le curling, puis commencent à comprendre la stratégie. Comme j'ai dit tantôt, quand on comprend la stratégie, ça devient beaucoup plus intéressant. Et là, hey, moi, l'année prochaine, c'est sûr que j'essaye ça. Pourquoi? Parce que là, je n'irai pas cette année. Là. Il reste 2 semaines avant la fin de la saison. Là. Mais entre le moment où je dis ça, puis l'année prochaine, il y a beaucoup de temps. Hein? Il y a trop de temps. Alors, il faut être flexible. Il faut être capable d'accueillir ces gens-là plus souvent. Des portes ouvertes, peu importe la formule. Si quelqu'un se présente le 1er décembre pour jouer au curling avec un de ses chums, hey, soyons prêts à l'accueillir, soyons prêts, ayons en place une structure qui permet à ces gens-là de s'intégrer au curling sans nécessairement attendre l'année prochaine ou surtout pas dire « tu reviendras l'année prochaine, l'automne, l'inscription est le 15 septembre ». Ça, vous savez, vous le comprenez mieux que moi, ça ne fonctionnera pas. Donc, essayez d'être plus flexible. Donc, adaptez vos méthodes, vos façons de joindre le club de curling, de découvrir le curling tout au cours de l'année. Pas juste donner un bouchon au mois de septembre, au mois d'octobre quand vos clubs ouvrent, puis après ça, on verra l'année prochaine ce qu'on va faire de différent. Être numérique, bien ça, c'est juste quasiment une twist, presque, je vais pas mal honnête, parce que c'est ça la réalité. Mais je ne sais pas comment c'est dans votre club de curling. Ça fait longtemps que je n'ai pas été impliqué dans un club de curling, mais c'est certain qu'à l'époque, on n'était pas comme ça. Mais il faut que les gens puissent consommer, acheter quand ça leur tente. Hein? C'est quand que ça leur tente, c'est quand ils écoutent Rachel Oman gagner le championnat canadien. Hein? Là, ça me tente de jouer au curling. Mais là, si sur mon site web, j'ai moyen de m'inscrire à la clinique qui a lieu dans 2 semaines puis que je peux payer de façon électronique tout de suite, là, je peux tout de suite m'engager. Je n'ai pas besoin de me rendre au club de curling puis sortir mon cash, sortir mon carnet de chèques pour pouvoir participer à cette activité-là. Mais là, il y a bien plus de chance. Hein? Moi, j'achète beaucoup plus de stock. Je ne sais pas que je suis fier de ça, mais c'est la réalité. J'achète beaucoup plus de stock sur Amazon que j'en ai réellement besoin. Hein? J'haïs ça, magasiner. S'il faut que j'aille au Canadian Tire ou peu importe la place pour acheter de quoi, 3 fois sur 4, je ne l'achèterai pas.
Mais si sur mon divan, quand ça me tente de m'acheter une mangeoire à oiseaux, puis qu'ils vont me livrer le lendemain, il y a des bonnes chances que je l'achète. Hein? Ben, c'est comme ça. Le curling, on doit s'adapter. C'est ça. C'est pas nous qui voulons ça, c'est la société qui veut consommer comme ça. Alors, on n'a pas à se sentir coupable. C'est ça la façon que les... Il y en a... Est-ce quelqu'un qui a de l'argent dans ses poches? Moi, je trouve, on se promène jamais avec de l'argent. Ah, il y en a un, là, je vais aller jaser avec tantôt. Moi, je trouve, je reste à Montréal l'hiver, je trouve ça pénible, les pauvres gens, je trouve ça pénible pour eux autres, mais au-delà de ça, mais les gens qui quêtent, c'est pas drôle d'être quêteux aujourd'hui, il n'y a personne qui a de l'argent. Il va falloir lui donner des machines ATM bientôt pour vous donner 2 piastres. Tu sais, je suis là, je suis plein d'apathie, je veux l'aider, j'ai pas une scène sur moi. Ben, tout ça. Ça n'a pas rapport avec le curling, ça, c'est personnel. Mais soyez numérique, être capable de prendre l'argent quand les gens sont prêts à la dépenser. Ça, c'est très, très important. Et souvent, ils sont prêts à la dépenser quand ils n'ont pas besoin de prendre le char, se rendre au club de curling, puis aller voir que c'est quoi l'offre. Hein? Ben, votre site web offre des possibilités de s'inscrire dans un one night, dans une soirée de découverte, dans une clinique d'introduction, peu importe la forme que vous choisissez de prendre, mais il faut que je puisse la consommer tout de suite parce que c'est là que j'ai le goût de la consommer tout de suite. Et une fois que je vais être engagé, ça ne veut pas dire à 100% que je vais y aller, parce que ça, c'est une nouvelle réalité de la société. Ça ne veut pas dire que je vais y aller, mais il y a plus de chances, si j'ai déjà payé, que j'y aille que si je prends le temps d'y penser. Vendredi, il faut que j'aille au curling, c'est la porte ouverte, puis ça va me coûter 10$, mais pour jouer au curling. Je l'ai déjà payé le 10$, je vais peut-être y aller plus facilement. Être remarquable. Quel est le point dans ça? Ben ça veut dire, je l'ai mentionné un peu tantôt ici, est-ce que votre club de curling est devenu un endroit remarquable? Est-ce que c'est in d'aller dans votre club de curling? Est-ce que d'essayer le curling chez vous, je suis capable de m'en aller chez nous, à mon travail, le lendemain ou le surlendemain, et comme on dit en anglais, to brag about it, hein, de me vanter que j'ai fait quelque chose de spécial. Hein? On pense que le curling, c'est... Souvent, j'aurais dû commencer par ça, mais souvent on dit que le curling, c'est moins populaire que c'était. C'est pas vrai. Le curling est beaucoup plus populaire qu'il l'était il y a quelques années. En grande partie à cause des Olympiques, en grande partie à cause de la qualité du curling qu'on a à la TV. Il n'y en a pas beaucoup de sports amateurs qui ont autant de couverture que le curling possède. Je vous l'ai parlé tantôt. Juste dans le championnat canadien femmes et hommes, j'ai fait 145 heures de télévision live. Y a-t-il 145 heures de badminton à la télé dans les 20 dernières années? De volleyball? Il n'y en a pas. C'est même pas proche. On a un outil de promotion vraiment exceptionnel. Donc, le curling est populaire. Ce qui est plus difficile à vendre, c'est les engagements sociaux. Hein? Ça, c'est la société qui change. Vous donner un exemple commun. Quand j'avais 20 ans, avant de jouer au curling, je jouais à balle-molle. Hein? Moi, je reste à Sorel, une ville de 40 000 habitants, Sorel, ça arrive sud. Quand j'avais 20 ans, j'avais le choix de jouer dans 14, 15 différentes ligues, le A, le B, le C, le slow pitch, le slow ball. Il y en avait de tous les sortes. 20 ans après, 30 ans après, il n'y a plus aucune ligue de softball à Sorel. Le monde n'aime plus ça? Non. C'est pas parce que le monde n'aime plus ça. Le monde ne veut plus s'engager. C'est ça qui fait peur au monde aujourd'hui. J'ai 60 ans puis je suis pareil. Ma femme me dit, j'ai un souper dans 2 semaines. Oh, je vais être obligé d'aller souper dans 2 semaines. Puis je suis rendu là, ça va me tenter, mais m'engager à aller souper dans 2 semaines chez des amis, je sais pas, peut-être avoir d'autres choses de plus intéressantes à faire, peut-être avoir une autre activité, peut-être, comprenez? Mais ça, le monde, on est comme ça aujourd'hui. On a joué dans une ligue de curling tous les mardis soirs pendant 21 semaines, 22 semaines. Ça, c'est difficile à convaincre le monde de le faire. Hein? Donc, il faut que notre expérience elle soit remarquable. Il faut qu'on puisse créer quelque chose qui est wow. Quelqu'un qui, quand il va aller jouer au curling avec ses amis ou qui a par lui-même, qui va essayer ça, il va mettre sa photo sur Instagram, il va mettre sa photo sur Facebook parce qu'il a été joué au curling. OK? Peut-être s'il va jouer au bowling, mais encore une fois, je ne dénigre pas le bowling, j'aime ça. Il ne va peut-être pas nécessairement mettre sa photo sur Facebook parce qu'il a été joué au bowling. Mais au curling, il faut que l'expérience qu'on procure à ces niveaux venus-là, il faut que ça fasse wow. Et ça fait partie de notre travail de rendre cette expérience-là remarquable. Professionnel, j'en ai parlé un peu tantôt, j'y reviens.
accompagner ces gens-là d'entraîneurs qui sont compétents, hein, des gens qui vont les aider à se développer, hein, et des entraîneurs enthousiastes, des entraîneurs qui prennent plaisir à faire la chose. On n'a pas besoin d'être... J'ai pas besoin de lancer... j'ai pas besoin d'être super bon au curling pour être capable de le montrer correctement à quelqu'un. J'ai pas besoin d'être Nicolas Sedin pour enseigner de la stratégie, faire comprendre la zone de tolérance à du monde de curling. Mais ça, ce côté professionnel-là, bien, c'est important que les clubs l'aient aussi, qu'on ait à l'intérieur de nos clubs de curling une équipe, un groupe d'individus qui sont prêts à accompagner ces gens-là aux besoins et que l'offre soit là, qu'on n'attende pas nécessairement que cette personne-là vienne le demander, qu'on puisse les accompagner tout au cours de leur développement. Ça, c'est très important, plutôt que de les laisser, encore une fois, comme l'exemple que j'ai pris tantôt, dans la Ligue du lundi avec Paul, dont personne ne veut jouer avec. Endogène, ça, là, j'ai dû demander à Bobby de me l'expliquer 4-5 fois. C'est un mot trop compliqué pour moi. En fait, ce que j'ai compris, je vais vous l'expliquer, je ne vais pas dire que je vais le comprendre, c'est que la plupart, anciennement, et de moins en moins le cas, souvent les clubs de curling, et ça, mais on en a parlé avec Bobby tout juste avant la présentation, c'est pas un phénomène qui est fréquent, c'est pas une problématique qui est fréquente au Québec, parce qu'on n'a pas autant de clubs de curling que dans l'Ouest canadien. Souvent, dans l'Ouest canadien, dans une ville comme Winnipeg, par exemple, tu peux avoir 7, 8, ou même il y en avait plus avant, peut-être 10 clubs de curling en dedans de 5-10 km. Donc, souvent, il y avait des ligues qui existaient qui géraient leur propre système, leur propre, que ce soit avec cette forme de location, que ce soit une ligue semi-ouverte ou non, et se déplaçaient d'un club à l'autre. Donc, souvent, il y avait des clubs de curling qui perdaient du membership à ne pas s'occuper de façon générale de l'ensemble de ce qui se passe dans leur club de curling. Ils étaient trop indépendants. Donc, je ne vais pas m'éterniser là-dessus, mais nous, au Québec, c'est pas vraiment une problématique qui nous touche beaucoup, parce que la distance entre... si quelqu'un a le goût de jouer au curling dans ce coin-ci, il va probablement jouer ici. Il y a peu de chances qu'elle joue à sa rive sud de Montréal. Là. Donc, mais dans certaines communautés au Canada, parce qu'ils ont plus de clubs de curling, c'était une petite problématique. Amusant, mais ça ne prend pas une grosse description. Assurez-vous que surtout les premières fois que les personnes vont s'emmener dans votre club de curling, il faut que ça soit le fun. Et encore une fois, je vais vous demander de faire preuve d'imagination. Ça ne veut pas dire parce que c'est le fun pour eux que ça va l'être pour vous. C'est différent, ça. Si je veux amuser, quand j'étais dans mes classes, quand j'enseignais en secondaire 2, quand je voulais faire une petite activité qui était amusante pour eux autres, moi, personnellement, il y a des bonnes chances que je trouve ça très plate. Mais eux, il faut s'adapter. Hein? Il faut être capable de rendre ça amusant pour eux. C'est ça notre défi. Et si ça implique... Moi, je suis un classique. Hein? J'aime ça jouer au golf, j'ai joué au curling. Il n'y a personne de plus classique que moi dans mes goûts. Hein? Mais si, pour attirer plus de monde, ça implique qu'on va mettre de la musique sur les glaces pendant que je joue, moi, je vais vivre avec. OK? Je vais vivre avec. Peut-être que moi, j'aime mieux de façon traditionnelle, mais si ça implique ça, si ça implique qu'on a des lumières colorées, qu'on a des ronds, des maisons peinturées de couleurs différentes, si ça implique de façon différente, bien, faisons-le. Adaptons-nous à cette nouvelle clientèle qu'on veut toucher. C'est amusant sur les glaces, il faut que ce soit amusant également après. Il ne faut pas juste que... C'est sûr qu'on vit dans un sport que la tradition, on paye un drink à l'autre, puis l'autre nous le paye. Mais ça, entre nous autres, ça diminue aussi beaucoup, là. Hein? C'est quelque chose qui se perd beaucoup. C'est sûr que moi, je suis plus impliqué au niveau compétitif. Ça n'existe même plus. Si vous demandez si Nicolas Sedin paye une bière à Moat après la game, non. Ça n'existe pas, ça. C'est fini. Il n'y a personne. Mais dans nos clubs de curling aussi, ça se fait moins. Hein? C'est moins. On essaie de la maintenir, la tradition. Mais si on est pas capable de le poursuivre, mais faisons quelque chose qui est plus au goût de cette nouvelle clientèle-là, qui ait un petit lunch après, qui ait n'importe quoi, qui ait une activité, je joue mieux une activité après. Il y a quelques années, une des dernières fois que je me suis impliqué dans le club de curling, c'était à Aurélie-Racine, à Tracy. Il n'y avait rien le jeudi soir. Mon épouse puis une de nos amis qui joue au curling, on a commencé une ligue, puis on jouait format Skins Game, Cibou, mais après ça, les filles, ils aiment ça cuisiner. Ils avaient chargé 15$ à tout le monde. Il y était peut-être une trentaine qui jouaient le jeudi soir. Au début de la saison, sans lui dire ce que c'était pas de la bouffe. Puis eux autres, tous les jeudis soirs, ils essayaient
de produire un petit snack pour que les gens restent. Puis après ça, on s'est mis à jouer au poker. Fait que là, il y avait autant de monde qui venait jouer au poker que de monde qui jouait c'était dans le temps que le poker était très populaire à TV, le Texas Hold'em. Mais tout ça, ça a parti parce que les filles ont eu l'idée de, par exemple, un jeudi, c'était de la pizza, le jeudi suivant, c'était des nachos, peu importe ce qu'il y avait comme imagination à l'intérieur de leur petit budget. C'était pas de la grande... Mais tout ça, c'était assez pour attirer des gens, pour que les gens restent un peu plus longtemps. Et le jeudi était rendu le soir in pour jouer au curling à Aurel-Racine, qui, 3 mois avant, était un soir qu'il n'y avait personne qui jouait ce soir-là. Alors, soyez amusants pour vos membres. On a fini les 10... donc, on a fait 5% des diapositives. Si au moins c'était une blague. Il est quelle heure? À quelle heure j'ai commencé? Aïe, aïe. OK. Une relation client. Ça veut dire quoi ici? Ce qu'on voulait démontrer par cette relation-là, c'est faites attention quand vous avez des gens qui rentrent dans votre club de curling. On a ce réflexe-là qui a fonctionné durant de nombreuses années, qui fonctionne un petit peu moins. C'était aussitôt que la personne embarquait sur les glaces, faisait quelques lancers, s'amusait un peu, démontrait de l'intérêt, on lui sortait la feuille de membership. Là. Regarde, ça, t'as de la place le mardi soir, t'as de la place le lundi soir, ça coûte 450$. Tu peux jouer 21 semaines, ça ne marchera plus, ça. Ça ne fonctionne plus. Alors, il faut développer. C'est un peu comme... je sais pas si quand j'ai lu la déposée, ça m'a fait penser à une émission de télé que j'ai écoutée il y a plusieurs années, que mes enfants ont beaucoup aimé. C'est une émission anglaise, mais je pense que ça a été traduit en français, c'est How I Met Your Mother. Ça vous dit quoi? Alors, dans la première émission de How I Met Your Mother, il y a un gars qui rencontre une fille, puis on passe une belle soirée agréable dans un bar, et ainsi de suite, mais tout de suite, dans la même soirée, il demande pour l'épouser. C'est un peu comme le thème de cette série-là. Je ne vais pas vous compter le sirop complet, mais on fait ça au curling, nous autres. Hein. Hey, tu veux-tu signer? On est prêt à faire un engagement. C'est certain que cette personne-là n'est pas là. Hein. Peut-être qu'avant, ça fonctionnait, parce que quand les gens se présentaient dans un club de curling, peut-être qu'ils se présenteraient que c'était plus réfléchi, c'était un plan plus longue haleine, et ainsi de suite. Mais aujourd'hui, c'est plus du spontané. Hein, on l'a dit tantôt, c'est une société beaucoup plus de spontané, de l'immédiat. Donc, eux autres, ils ne débarquent pas là pour signer un contrat de mariage. Là. Alors, faites attention dans votre développement de QM. Alors, il faut avoir un système de progression. Ici, un tableau qui existe par Curling Canada, la façon de se développer, que ce soit de façon récréative, compétitive. Mais si on garde, commençons par le côté récréatif, bien, il faut commencer par une prise de conscience, qu'on peut participer à ce sport-là, une prise de conscience sur les glaces, hors glace, s'amuser, apprendre à s'entraîner. Et après ça, on franchira les autres étapes en premier lieu. Mais la première chose est de s'amuser d'être là. C'est ça qui est le plus important que de signer le contrat. Est-ce que cette personne-là a eu beaucoup de plaisir, va s'en aller chez eux avec un gros wow, puis il risque d'emmener des nouvelles personnes également dans son entourage, dans les jours à venir, dans les semaines à venir. Donc, un système de progression en curling est très important. Il faut que vous en ayez un dans votre club de curling également, un plan préétabli sur qu'est-ce qu'on va faire avec ces nouveaux gens-là qui vont rentrer, de quelle façon on va les accompagner tout au cours de leur développement. Pas juste une fois qu'ils auront signé le contrat, qu'ils se débrouillent, qu'ils fassent comme tout le monde. On ne peut plus se fier à ça. Il faut qu'on ait un plan préétabli comme club de curling, comme comité de direction, sur la façon qu'on va aborder ces gens-là. Alors ça, c'est l'entonnoir, un entonnoir de marketing classique, mais ça s'applique très, très bien au curling. Bien, les beaucoup de gens qui vont être attirés, ils vont avoir un intérêt, ils vont avoir le goût de l'essayer, on va passer à l'action. Après ça, la fidélisation, bien, ça, c'est, si on fait référence dans le club de curling, bien, c'est là qu'on va signer un offre de contrat, on va devenir membre, si on veut. Mais vous voyez qu'il y a beaucoup d'étapes avant, et ces étapes-là sont toutes importantes avant d'en arriver là. Et ultimement, si on est chanceux, on va arriver à l'étape de la recommandation, où ce que le nouveau membre va s'impliquer, va devenir un porte-parole, en quelque sorte, de notre sport, de notre club de curling. Et il n'y a rien de mieux qu'un nouveau membre pour attirer d'autres nouveaux membres. Alors, mais il ne faut pas brûler les étapes. Ce que je dis tantôt, c'est qu'on a tendance à vouloir sauter à la période de fidélisation, pour utiliser ce tableau-là, le terme utilisé là, trop rapidement. Alors, encore une fois, c'est
l'entonnoir de participation au curling, bon, on le découvre, on l'essaye, on l'apprend. Et après ça, une fois qu'on a aimé ça, c'est là, à mon avis, qui est la partie la plus intéressante. Entre jouer et s'entraîner, il faut qu'on ait une structure, des offres de services, si je veux, en place pour permettre aux gens, justement, de s'améliorer. Parce que c'est pas juste à lancer 8 pierres ou 12 pierres dans un match de curling une fois par semaine qu'on va s'améliorer. Bien, c'est sûr, il y a des gens qui vont le faire par eux autres mêmes, qui vont dire, ben moi, quand est-ce que je peux aller pratiquer? Tu vois que je peux aller lancer des pierres? Il y en a des gens, mais c'est pas la majorité. Les gens sont souvent mal à l'aise de dire, ben j'ai besoin de pratique, faut que je... Mais si on a une infrastructure en place qui permet de le faire, qui offre cette offre de service-là, accompagnée par des entraîneurs enthousiastes, intéressants, qui vont accompagner ces gens-là, qui savent que telle période dans votre horaire, je vous donne un exemple, puis je ne vous fais pas de suggestion, mais je ne sais pas, le mardi, entre 5 et 7, c'est ouvert, puis il y a 2-3 instructeurs là, puis vous venez pour... Bien, tu sais, déjà, on offre des outils intéressants. Il faut que ces gens-là s'améliorent, il faut qu'ils s'intéressent au sport, autre du fait que c'est le fun en commençant. Comment est-ce qu'on découvre le curling? Ben ça, je pense que j'ai pas tout compris le principe, mais vous pouvez voter là-dessus. Je vous l'ai dit, j'ai 61 ans, donc les affaires électroniques, c'est... Alors, je pense que vous pouvez prendre ça avec vos téléphones, qu'on me dit. Tout le monde en a un téléphone, c'est bien fait. J'ai tombé sur une vidéo l'autre fois, je ne suis pas très bon en informatique, mais j'écoute beaucoup de petites vidéos YouTube, des trucs comme ça. Puis j'en ai écouté un l'autre fois qui parlait de marketing. En fait, j'essaie de comprendre un peu la présentation d'aujourd'hui. Et la vidéo commençait en disant que présentement dans le monde, il y a 6,5 milliards de téléphones cellulaires disponibles. 6,5 billion en anglais, milliards de téléphones. Puis il y a 4,5 milliards de toilettes. Donc, il y a plus de téléphones disponibles pour les gens que de toilettes. C'est quand même assez hallucinant. Il me semble que un devrait aller avant l'autre, mais... Alors, comment est-ce qu'on découvre le curling dans votre club de curling? Évidemment, ça va se ressembler beaucoup d'un club à l'autre, mais des fois, il y a certains d'entre vous qui auront peut-être une façon différente de faire découvrir le curling aux gens. Tout le monde a pris le code, oui, c'est bon, je peux avancer? Alors, il y en a ici quelques exemples, là, j'en ai mis quelques exemples, de bouche à oreille, des pliants promotionnels, de la publicité sur les réseaux sociaux, par des programmes scolaires, des journées portes ouvertes, des locations. Alors, ce sont tous des moyens là, qu'on va probablement retrouver là, dans vos suggestions que vous allez faire. Ça, c'est leur réponse, hein? Ah, vous êtes bon? Vous avez copié sur moi? Moi, tout de remettre mon chapeau d'enseignant, là. Cachez vos cellulaires pour répondre aux examens. Alors, je regarde ça, avec bouche à oreille, il y a le curling 101, les familles, les amis, ça c'est le modèle traditionnel, hein? Multimédia, des essais de groupe, au hasard, oui. Ben, c'est quand même étonnant au hasard, j'aime bien comme la personne... Moi, j'ai joué au curling à 23 ans. J'ai commencé à jouer au curling, puis il y avait un club de curling à Tracy, à Aurel-Racine. J'étais déjà allé au club de curling à 16 ans, 17 ans, 18 ans. On allait là l'été parce qu'il y avait des spectacles, des fois des shows, des activités. Mais j'ai jamais pensé aller dans un club de curling. Mais quand je suis arrivé à Montréal, ben là, je cherchais des activités, puis j'ai commencé à jouer au curling. Alors, c'est niaiseux des fois comment on peut penser. Pourtant, le club de curling à Tracy, il est gros, il est beau. C'est déjà allé, il est en face de la piscine, il est en face du centre culturel, il est à côté de la polyvalente. Il n'est pas caché. Il n'est pas caché dans le fond du rang Sainte-Thérèse, à côté du site d'enfouissement. Il est bien placé. Mais j'ai passé toute mon adolescence, ça fait 40 ans de ça, mais j'ai passé toute mon adolescence sans même savoir qu'il y avait un club de curling. Comprenez-vous? Donc, des fois, comment est-ce qu'on découvre le curling? On a tendance à penser, parce que nous autres, ça fait partie de notre réalité, ce club de curling-là, que nous autres, on sait que ça existe, on sait qu'il y a de l'intérêt à voir là, on pense que tout le monde le sait. Mais c'est pas ça la réalité. Alors, il faut trouver moyen
de faire découvrir notre club de curling à travers les gens. Vous avez quelques exemples, là. L'invitation personnelle, bien ça fonctionne encore. Hein. C'est quand même un bon moyen. Là. C'est souvent la façon, je vous l'ai dit tantôt, lorsqu'on réussit à recruter un nouveau membre, le nouveau membre qui s'amène dans votre club, lui, il a probablement le potentiel d'emmener plusieurs nouveaux membres au cours des prochaines années. Moi, personnellement, comment que je me mettrais à jouer au curling à Aurel-Racine, à Tracy, je ne joue pas parce que je ne veux pas jouer, c'est parce que je suis jamais là. Mais si je me mets à jouer, il n'y a pas grand chance que je vais emmener du monde au curling parce que tous mes amis, mon entourage, toutes les personnes à qui j'ai pu parler, on l'a dit tantôt, on est tous des porte-parole du curling, mais je l'ai déjà fait, cette étape-là. Mais quelqu'un qui rentre, belle jeune personne dans la vingtaine, qui rentre membre, ça vaut son pesant d'or parce que lui, il a des amis, il a une famille, ça vaut beaucoup plus que son membership que lui va emmener avec lui. Donc, les invitations personnelles, ça fonctionne bien. Que ce soit par les réseaux sociaux, j'essaie de lire en même temps, pour être gardé par là, ça serait moins de tourne. Sensibilisation communautaire, des implications des groupes, des engagements des entreprises. Segmenter votre approche aussi. Ça, c'est une étape qui est assez importante. Essayez au lieu de viser une clientèle à large, quand vous faites une publicité, que ce soit par les réseaux sociaux ou sous forme de dépliant, peu importe la façon que vous le faites, essayez de viser une clientèle un petit peu plus particulière. Ça a été mentionné dans la présentation précédente. On parlait des femmes, par exemple. Mais les gens se sentent plus interpellés lorsque vous parlez à leur groupe que de façon générale lorsque vous faites des publicités. Si vous attirez, par exemple, les gens issus de la communauté culturelle différente, mais mentionnez-le. Vous avez le droit de dire, peu importe la forme que vous allez le faire, faire une invitation spéciale pour ces gens-là, qui, eux, souvent, en cherchent des activités parce que souvent, ont été dépaysés, ou ainsi de suite. Donc, je sais que Curling Canada met beaucoup d'efforts dans ça, mais personnalisez un peu vos invitations, vos trucs. La mise en marché Facebook, bien, ça, je pense que vous devez sûrement l'avoir essayé. Mais créer un événement Facebook. Ici, on a quelques données qui sont quand même assez intéressantes. Sur le coût, la valeur économique, faire une publicité Facebook, il va coûter de 4 à 8 $ par jour recommandé durant 3 semaines. Vous pouvez cibler vos groupes spécifiques, comme je l'ai mentionné, que ce soit les femmes, les enfants, les retraités, les familles, les personnes issues de l'immigration. Essayez de viser un rayon proche quand même, parce que c'est sûr que si vous visez la ville d'à côté, les gens vont peut-être venir une fois, mais les chances que les gens s'engagent, on n'est quand même pas... C'est un peu plus difficile. Et on a une comparaison des différentes... par 1000 impressions. Si on regarde au niveau des impressions, au niveau de la radio, au niveau de la télé, mais vous voyez que Facebook ou autres réseaux sociaux du même genre est quand même un outil qu'on se doit d'utiliser aujourd'hui. Et vous savez comment ça fonctionne, Facebook, ces trucs-là. Mais si quelqu'un tombe sur une publicité de curling, puis prend le temps de la lire, prend le temps de la regarder, prend le temps de la partager, bien, probablement qu'il va être inondé dans les jours à venir de trucs relatifs au curling. Et ça, c'est bon pour nous. Alors, notre publicité fait son effet une fois, mais va venir influencer ce client potentiel-là plusieurs fois. Hein? Je ne sais pas, je t'avais déjà regardé, là, vous achetez un char sur Facebook, là, mais vous allez en voir en mot à 10 des chars des jours suivants. Là. Si vous avez eu le malheur de cliquer sur un bouton là, qui vous dit que ce char-là vous intéressait, que ce soit ça ou d'autres choses, mais ça peut être un voyage, par exemple. Je n'ai pas d'autres idées en tête. Alors, utilisez ces données-là. Curling, ça toujours dans l'idée du projet d'utilisation de Facebook. Curling Canada fait un projet pilote, campagne publicitaire durant une semaine. Le budget alloué était de 1 000 $. Nombre de personnes qui sont venues essayer l'événement par rapport à ça, 150 personnes, ça a donné des résultats. 32 se sont inscrits ALTC, c'est Adult Learn to Curl, au programme de devenir d'apprentissage de curling. Ça s'est rempli à capacité et 60 à 80 % sont demeurés membres. Donc, si on fait le calcul, s'ils sont demeurés membres 7 ans, et ainsi de suite, l'argent qu'ils peuvent dépenser, cette publicité de 1 000 $-là qui a été faite sur Facebook s'est traduit au bout de 7 ans par, petit calcul vite fait en bas, là, 77 000 $ de revenus supplémentaires. Donc, évidemment, toutes les publicités qui fonctionnent, ça fonctionne, mais il ne faut pas se mettre la tête dans le sable. Ce qui fonctionne le plus aujourd'hui, encore une fois, c'est ce qui est instantané, ce qui est rapide. Les gens vont beaucoup plus voir vos publicités
sur les réseaux sociaux. Ils vont être sollicités beaucoup plus qu'en mettant votre publicité à la radio, ou dans les journaux locaux, ou un dépliant dans votre boîte à mal, ou ainsi de suite, qui souvent va passer dans le bac de compostage avant même qu'on ait le temps de le regarder. Un autre sondage, on n'arrête pas. Comment essaye-t-on le curling? Comment est-ce qu'on essaye le curling à votre club? Alors, je ne vous montrerai pas mes réponses tout de suite, vous allez tricher encore. Alors, si ça vous tente de répondre, de quelle façon on peut essayer ça? De quelle façon je peux me présenter chez vous et dire, hey, moi, j'ai regardé ça à la TV, ça me tente. Ça va se traduire par quoi, ça me tente? Alors, j'ai quelques réponses, quelques suggestions ici qui vont probablement être semblables aux vôtres. Hein, on peut essayer le curling. Certaines personnes ont déjà donné dans le passé. Les gens peuvent essayer le curling pour 15 $, une réservation facile, leçons individuelles, des programmes de découverte du curling sur 8 semaines, des codes QR, toutes sortes de fautes de frappe. Des soirées pour découvrir le curling, apprendre le curling en 6 semaines pour 60 $. Donc, si je retourne dans vos réponses qui vont apparaître éventuellement, on risque de retrouver des portes ouvertes par rendez-vous, location de groupe, des portes ouvertes Curling 101, journée porte ouverte, c'est pas mal une tendance assez générale des portes ouvertes. Donc, autrement dit, on découvre le curling, on rentre dans le club de curling par ces possibilités-là. Ça pourrait être, exemple, ça pourrait être une porte ouverte dans un événement spécial, mais ça pourrait être une porte ouverte aussi avec une certaine régularité. Si on avait une espèce de plage horaire qui prive en rien les membres d'une accessibilité aux glaces, mais est-ce qu'on peut toujours aller essayer le curling, là, que ce soit par les écoles ou que ce soit par des groupes professionnels ou des locations corporatives. Alors, une initiation, ce qui est important lorsqu'on rentre les gens dans le club de curling, on peut résumer que ça prend une initiation courte, captivante, qui permet aux participants de découvrir tous les aspects du sport. Idéalement animé par des entraîneurs compétents et passionnés. Hein? Ça, des fois, il y a des gens qui sont pleins de bonne volonté, mais qui ne sont pas nécessairement de bons vendeurs. Il y a du monde qui ne sont pas nécessairement de bons joueurs de curling, mais qui sont d'excellents vendeurs. Je pense que je prendrais le bon vendeur à mettre sur la glace avant le gars qui sait exactement comment est-ce que le release doit être appliqué sur la pierre. Hein? Mais souvent, on y va avec les moyens qu'on a, mais c'est encore une fois, c'est dans le développement de votre équipe, essayer de développer une équipe là, qui va être capable de former de gens qui ont de l'enthousiasme, qui vont être capables de reconnaître c'est ça un bon vendeur, reconnaître ce que les gens ont le goût d'entendre et leur transmettre ce message-là. Nous, en Club Curling, on le sait, tout ce qui se passe là, mais c'est pas tellement tout le monde qui a la façon de le dire. 5 minutes, on aura fait 50%. Alors ça, des événements que vous connaissez, lorsque vous créez un événement de découverte de curling, une porte ouverte, comme on l'appelle, peu importe ce qu'on a dit tantôt, qu'on prenne la formule qu'on veut. Il y a juste quelques petits détails. Ça, c'est un modèle qui est utilisé, si j'ai bien compris, en Ontario, par Curl Ontario, qui fonctionne bien, mais avec 4 points importants. Et probablement que vous y avez tous déjà pensé, mais des fois que ça ne sera pas arrivé, dans une première étape, préparez les lieux, assurez-vous que votre club est propre, bien rangé, prêt à éblouir. Donc, il faut que ça fasse un wow. Dans un deuxième temps, ayez les bonnes personnes, on vient d'en parler, là, les bonnes personnes pour accueillir les gens, là, ceux qui sont enthousiastes, ceux qui ont de l'énergie, ceux qui vont être des bons vendeurs. Préparez-vous à vous amuser, donc mettez l'accent sur l'agrément, accueillir de la musique avec un petit lunch après, avec de quoi que ce soit plus que juste lancer des pierres de curling. Et dans la semaine qui suit, faire des suivis. Hein. Lâchez-les pas une fois que, entre nous autres, une fois que le poisson a mordu un petit peu à l'hameçon, mais lâchez-les pas. Répliquez rapidement, pas 2 semaines après, pas 3 semaines après, répliquez rapidement avec un suivi. La formule traditionnelle dans ce genre d'événement, c'est très, très important que les gens qui vont rentrer chez vous puissent tout essayer. Hein? On ne peut pas simplement dire, OK, la première journée, ça va être juste de la théorie. Là, on va en perdre le 3/4.
Oui. Ces gens-là, ils veulent lancer des pierres de curling. Ils pensent qu'ils vont être aussi bons que le monde à la TV. Ils pensent que c'est facile. La plupart du monde pense que c'est facile. Là. C'est facile. Là. Je suis capable de lancer ça. Mais il faut lui donner une chance. Hein. Souvent, le curling par étape, par station, comme on dit en anglais, peut être très utile. Les gens sont accueillis. On lui fait une petite présentation. On lui donne l'occasion de lancer des pierres. On donne l'occasion de balayer. On lui donne l'occasion de tenter des coups. Il faut qu'il puisse toucher l'ensemble du produit et pour qu'il soit ébloui. Là. Pas simplement dire, dans la prochaine semaine, quand tu reviendras, on va te faire lancer une pierre. Ça ne fonctionne pas. Hein? Ce qui est important dans ces journées portes ouvertes-là? Première impression, les bonnes personnes, que ce soit amusant, une possibilité d'enregistrement si c'est le cas, mais pas nécessairement d'enregistrement comme un membership. Là. On ne va pas leur demander en mariage le premier soir, on va s'obtenir. Mais des enregistrements, des cliniques de formation, un enregistrement, un suivi. Bon, la semaine prochaine, on a une formation pour débutants, ça tente de venir, des trucs comme ça. Donc, il faut être prêt à faire ça, et comme je l'ai mentionné tantôt, faire l'ensemble des coups, hein, balayer, lancer, crier, et de faire un suivi avec le truc. On a un petit sondage. On a failli en manquer un. Comment est-ce qu'on apprend le curling à votre club de curling? On est en 2 minutes et demie, dépêchez-vous. Moi, j'ai pas pris trop de temps. C'est vous autres qui êtes trop long dans vos sondages. Alors, si on regarde des réponses qui étaient déjà là, qui vont sûrement retrouver sur les vôtres, joindre une ligue, des formations, on va aller voir sur les vôtres qui vont être plus pertinentes. Aussitôt qu'ils vont OK, je vais revenir aux miennes. Excusez. Bien, certains clubs ont répondu, on a des entraîneurs certifiés, on a des entraîneurs bénévoles, on a des joints des ligues en apprenant à jouer, des formations sur les glaces, des enregistrements pour 5 leçons. Alors, il faut, encore une fois, très important de ne pas avoir simplement qu'un modèle, parce que les personnes qui vont rentrer chez vous ne vont pas nécessairement fitter tous dans le même modèle. Donc, si vous avez plus qu'un ou deux modèles, bien, c'est encore plus intéressant. Je vais essayer de me dépêcher un peu. Programme, ça, vous l'avez déjà vu dans les autres programmes. Hein? Le programme Apprendre le curling, Learn to Curl, vous l'avez déjà vu. Donc ça, je vais me permettre de sauter ça rapidement. Je vais le sauter aussi. De quelle façon on joue au curling? On peut jouer de différentes façons. Il y a des gens qui vont jouer de façon décontractée, socialement. Il y en a qui vont jouer récréatif, puis il y en a d'autres qui vont, optimalement, se rendre jusqu'à la côté compétitive. De quelle façon les gens se rendent à votre club? En fait, de quelle façon ils peuvent avoir accès à ça, que ce soit par des ligues de jour, des glaces libres, des ligues différentes ouvertes. Alors ça, il n'y a pas grand-chose de nouveau là-dessus. Je vais passer par-dessus rapidement. Je ne vous laisserai même pas voter. J'essaie de voir comment il me reste de diapo, je ne sais même pas. Des ligues pour débutants. Ce qui est important dans la ligue de débutants, c'est des points que je trouve importants. Et vous voyez le 6 bouts maximum, donc pas trop long. Faut pas, nous, on est habitués de jouer au curling, passer 2 heures sur la glace, on est prêt à ça. Mais quand on commence, c'est peut-être un peu long. Vous voyez aussi des mentors sur les glaces. Ça, c'est une affaire qu'on ne fait pas souvent dans les clubs de curling. On dit ça, la glace, c'était vous autres, allez-y. Mais s'il y a quelqu'un sur la glace, lui, il va être là pour donner des conseils, donner ne serait-ce aux gens comment se placer, comment réagir sur les glaces. Ça rend l'expérience plus intéressante. Tu sais. Intégrer des opportunités d'apprendre. Hein? Si la personne qui joue, puis il y a un mentor sur les glaces, puis regarde, peut-être que tu sais, ce serait intéressant, on va vous montrer comment brosser. Il y aura ça la semaine prochaine, une clinique sur le brossage, un petit 2 heures, une petite heure, si ça vous tente. Et surtout, n'oubliez pas l'expérience après-match. Hein? Je vous l'ai mentionné tantôt, dans mon exemple de la Ligue du jeudi, juste un petit snack qui a emmené à des parties de poker, qui a emmené à remplir le club. C'est ça qui rend intéressant pour ces gens-là. Et c'est important que ces gens-là jouent également, si autant que faire possible, jouent entre eux autres. Hein? Si on a assez de débutants qui peuvent jouer un contre les autres et non pas nécessairement se faire planter contre le monde qui joue au curling depuis 15 ans. Alors ça, les nouveaux venus aiment mieux ça, jouer entre eux autres, parce qu'ils sont moins intimidés, et ils sont plus compétitifs, puis ça devient plus positif. Les autres formats des ligues, il y en a plusieurs. Des ligues, quelque chose qu'on ne fait pas assez souvent, à mon avis, c'est
essaie de montrer en double ou en triple. Des fois, ça prend un peu moins de monde, c'est plus rapide. Jouer un match en double, c'est beaucoup plus rapide. On peut jouer un match de curling en 1 heure, en double mix. Il n'y a pas beaucoup de clubs de curling qui mettent l'emphase là-dessus. Et il y a un petit package ici qui est intéressant. Du côté gauche, j'aime ça aussi, de penser qu'on... C'est pas obligé d'être de façon hebdomadaire. Ça peut être aux 2 semaines, ça peut être de jouer 1 fois par mois, ça peut être de jouer quelques fois par année, ou on peut faire un engagement d'une demi-saison. Bobby me disait hier qu'il y avait un club, je pense que c'était à Winnipeg ou en Ontario, je ne me souviens pas, qui, eux, décortiquaient leur saison en 3 sections. Plutôt que d'avoir un engagement de 21 semaines, tu faisais 3 engagements de 7 semaines. Bon, les gens sont beaucoup plus confortables à s'engager pour 7 semaines. S'ils aiment ça, ils s'engageront dans un autre 7 semaines, puis probablement dans l'autre aussi. Mais c'est beaucoup plus facile de convaincre les gens de s'engager pour 7 semaines que de s'engager pour 21 semaines. J'aime le petit pack ici, le 6-pack. Là. Vous vendez une formule, 6 parties de Thibaut, vous avez droit à 6 consommations, 6 repas. Je trouve que ça fait un beau petit boîte marketing très vite faite, ça. C'est facile, mordre à ça, de dire, ah ben oui, je vais venir 6 fois, je vais avoir un petit lunch, puis une bière avec ça. Je trouve que c'est facile, mordre à ça. Mais ça, c'est des façons différentes de faire, autres que de dire, bon, on a une porte ouverte, venez donc. Mais c'en est une autre façon de présenter les choses qui est quand même assez intéressante. J'achève. Ça, je le reconnais à l'achève, ça. Dans vos ligues, une fois que vous avez intégré ces gens-là, on est dans l'étape suivante, une fois que vous avez intégré ces gens-là, vous avez votre ligue de débutants ou peu importe, dans vos ligues régulières, bien, le système d'échelle, vous le connaissez sûrement, est souvent très utilisé. C'est une bonne chose aussi de classer vos ligues en fonction du groupe A, B, C, D. Comme ça, les nouveaux vont jouer plus souvent contre eux autres, puis les vétérans vont jouer plus souvent contre eux autres. Et après ça, il faut avoir une formule, peu importe la formule qu'on prend, qu'on peut changer de boîte, ça fait un petit challenge compétitif, mais c'est facile de l'adapter. Si on regarde, par exemple, si vous avez une ligue avec moins d'équipes, mais vous pouvez le faire sur les glaces, par exemple. Si tu gagnes, tu passes sur la glace d'à côté. Si tu perds, tu fais dans la glace d'à côté. Donc, c'est une formule qui devient, évidemment, les perdants vont jouer plus souvent sur la glace-là, un contre l'autre, qui vont jouer sur la glace. Mais il y en a un qui va aller dans le B pareil. Il y a 2 perdants qui vont finir par monter. Puis là, tu montes un peu, puis tu retombes dans le A, en fait, sur la glace. Tout ça, ça crée une petite compétition qui est intéressante pour les membres à l'intérieur de leur propre niveau. Tandis que les meilleurs joueurs vont jouer plus souvent sur la D, un contre l'autre. Eux autres, on va avoir plus de fun que de jouer contre quelqu'un qui commence. Ça ici, c'est un tableau qui... Ça va être ma dernière diapo. Ça ne veut pas dire que je vais arrêter de parler pour autant, mais... Ben, c'est quoi le parcours d'un membre? Hein? Ultimement, on va arriver à être bénévole, à faire de la promotion, comme on a parlé de devenir des agents, comme on l'est tous, nous autres, d'être ici aujourd'hui, de Mill Curling, pour des raisons que j'ai mentionnées tôt. Mais on va commencer par le découvrir, on va passer par des programmes d'apprendre, des camps de formation, que ce soit par des cours privés. Après ça, on va commencer à s'intéresser aux tournois, des divisions débutantes, des divisions intermédiaires et Super League. Mais vous voyez que peu importe le cheminement, c'est un tableau là, qui existe là, pour essayer de suivre. Et ça, ce tableau-là, ce qui est important, c'est pas qu'il existe, c'est que vous l'ayez dans votre club de curling. Il faut que vous ayez ce tableau-là dans votre club de curling sur la façon que vous allez traiter le nouveau membre. Parce que lui, il va falloir qu'il passe par ces étapes-là. Il va arriver par différentes portes, mais il faut que vous sachiez qu'est-ce que vous allez faire avec une fois qu'il va être rentré dans la première porte. Ça va être quoi sa deuxième porte? Ça va être quoi sa troisième? Mais des fois, parce que le curling a toujours été, ben c'est comme ça. Les gens rentrent, puis ils finissent par jouer dans la ligue du jeudi, puis s'ils aiment ça, ils vont jouer 2 fois par semaine. S'ils aiment bien ça, ils vont jouer 3 fois par semaine. Mais des fois, la réalité d'aujourd'hui, ils ont besoin d'un accompagnement, ils ont besoin d'un plan directif, en quelque sorte, qui est important pour nos dirigeants de club de curling, de l'avoir en place, ce plan-là. Ça veut pas dire que 100% des gens vont le faire, mais au moins ceux qui sont intéressés à le faire, on a les outils prêts à leur dire, bien, la prochaine étape, c'est ça. La prochaine étape, c'est comme ça que ça va aller, puis c'est comme ça que ça va se passer. Et là, on va être capable de se rendre, justement, jusqu'au vert et en faire des gens qui vont devenir membres. Mais là, on va sortir notre contrat de mariage, puis on va lui dire, bien, regarde, là, cette personne-là va devenir un bon vendeur, puis il va emmener ses amis, sa famille, ses collègues de travail dans les années à venir. All right? Je pense que j'ai fini. Ah oui, j'ai fini.